Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, toujours à 12 dans l'extreme peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow en recherche d'achat modéré. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Donc je vous fais quand même un point sur donc vous voyez la tendance à la mode, c'est le rouge dans la musique et dans le luxe. On a eu certaines crypto-monnaies qui ont totalement été anéanties, qui ont perdu presque plus de 90% de leur valeur. Alors c'est pas, je ne cesse de le dire depuis des années et des années, voilà, tout en minant des bitcoins depuis 2012, donc je ne suis pas anti-crypto-monnaie, absolument pas, mais je vais encore réaffirmer ce que je dis depuis 10 ans, il n'y a pas la place pour 12 000 crypto-monnaies, et je suis désolé, il y a bien 12 000 crypto-monnaies. Les crypto-monnaies que vous avez sur Binance, ce n'est pas l'intégralité des crypto-monnaies, donc dans le monde, il y a 12 000 tentatives de crypto-monnaies. Il y a de la place au final pour une ou deux. Je crains que ce ne soit pas celle que l'on connaisse, ce sera celle d'une GAFA qui va sortir, parce qu'elle aura une force de frappe absolument hallucinante. Voilà, Amazon sort son Amazon Coins, 3%, 5% de réduction sur tous vos achats Amazon. Je me précipite dessus, il n'y a pas de souci, et ça peut être décentralisé et lancé par un GAFA, hein. C'est pas du tout incompatible. La preuve, c'est que vous savez pas qui a lancé réellement le Bitcoin. J'allais dire, c'est encore pire. Vous savez pas si c'est la mafia japonaise ou autre. Donc c'est encore pire. Donc des cryptos qui vont perdre 90 à 99,99% de leur valeur, c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Malheureusement, on est en train de perdre les lots sur le BTC et avec de la FUD qui est en train de monter autour de USDT, USD. Je ne sais pas si on peut perdre le PEG USDT, USD ou si c'est pour ajouter un petit peu à la panique. Une méthode pour pouvoir éventuellement se sortir de cette situation, c'est par exemple FTX. FTX, on peut stocker des stablecoins, être en USD et avoir 5 stablecoins possibles de retrait. C'est une des possibilités. Du coup, s'il y en a un qui flanche, eh ben, on a les autres. Sinon, on peut aller sur des échanges type Bitstamp, Kraken, passer en dollars ou en euros et éventuellement être dans une situation. Je ne suis pas sûr que l'euro, ça soit une bonne solution actuellement. Donc, a priori, la technique de shorter les supports, c'était une bonne idée. Pour ajouter à ça, le S&P 500 vient de perdre ses lots après une longue baston hier. Grosse baston du côté des 40 000, grosse consolidation sur les supports long terme et du coup ajouter à la peur ambiante, ajouter au massacre d'hier, on était quand même dans une situation où on pouvait avoir un petit peu d'espoir du côté des 4000 parce qu'on tenait, et là on vient clairement de casser du côté baissier, donc il faut voir. Ce que j'ai vu aussi, c'était que beaucoup de gens étaient encore en mode je ferme les yeux, j'espère, voire j'achète le dip. Pourquoi ? Parce que acheter le dip avant-hier, c'était s'exposer à des rebonds de 10, 20, 25%, enfin plutôt 15%, et du coup, ça semble être la strat facile et évidente, et malheureusement, il y a des chances que, ajouter au mal d'hier, on puisse ajouter un plus grand mal aujourd'hui, parce qu'on vient d'accepter, au moment où je vous parle, enfin d'accepter, on ne sait pas si c'est accepté d'ici la fin de la journée, mais on vient de faire une petite incursion du côté opposé au support. Alors, on change de chart ici, je viens ici, je vais faire un travail très simple avec le volume profile. Donc déjà, on repart de la MA200, qui est l'aimant en gros qui nous maintient le prix depuis très très longtemps, donc le bottom à 3 000 $, le bottom ici de mars 2020, actuellement elle est à 21 000 $. Ça pourrait être une localisation de bottom, encore une fois une chose très simple, zone de rechargement, on est en plein dedans, sur du long terme, tout ce qui est entre 28 et sous 28, c'est un bon prix. Rappelez-vous le prix de production, que j'ai pas ici, mais je reviens dessus, hein, mais le prix de production qui est assez intéressant, qui est peut-être pas à jour, enfin c'est peut-être pas ça exactement le prix de production. Hier j'ai vu un commentaire qui disait oui, dit qu'on peut pas aller sous le prix de production. Si, on peut très bien y aller, c'est juste que le prix ne s'y installe pas longtemps, parce qu'on peut estimer que la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est son prix de production.
Et sur le long terme, quand le Bitcoin est dans son prix de production, il connaît une évolution de son prix qui est normale, saine. Quand il en sort, les mineurs font beaucoup de profits, donc on est dans un marché qui peut être un peu euphorique. Et sur le long terme, on revient toujours, lorsqu'on corrige, on revient dans ses prix de production, qui est logiquement la valeur intrinsèque du Bitcoin. Le Bitcoin coûte à produire entre environ 33 et 19 000 $. Nous sommes toujours en hebdomadaire. Je vous partage ce graphique pour vous mettre en évidence les 2 derniers supports constitués par Ichimoku Kimkoyo. Donc, 26 et 23 000 $. On peut imaginer une mèche basse qui va toucher la SSB à 23 000 $ avec une clôture au-dessus, le petit plat de la Kinjun ici. Donc pour l'instant, on a aussi ce canal baissier qui est très pertinent. Donc je l'ai tracé à partir du top ici et de celui-ci juste en dessous de la SSA. Ça m'a permis, en tout cas pour l'instant, aujourd'hui on a un petit rebond technique dessus. On confirmera demain s'il est pertinent ou pas. Bon, je vous l'accorde, il est vrai que nous sommes en train de vivre une panique générale sur ce marché, mais techniquement, voici les 2 niveaux clés que je peux voir actuellement avec Ichimoku en hebdomadaire. Nous pouvons clairement dire que le timing est invalidé, mais pas les cercles de Fibonacci. Quand je vous ai partagé ce scénario, j'ai essayé de vous trouver une date et ensuite, en couplant la fourchette d'Andrews à ce fameux cercle, j'en ai déduit que l'intersection pouvait nous donner une date. Donc non seulement j'avais trouvé un prix, mais le but c'était surtout de vous répondre à la question quand. C'est invalidé, la fourchette d'Andrews, on la met de côté. Cette date n'a pas été respectée, mais le cercle sera validé un jour. Je vous ai prouvé sa pertinence sur de nombreux actifs, mais ceci ne vous donne pas de timing. On a juste un prix qui correspond à un grand top, donc très pratique pour du DCA. La preuve que c'est très pertinent, c'est que comme nous avons eu un bull run en 2 temps, j'ai pu tracer un cercle intermédiaire que vous voyez là sur le graphique en rouge. On a touché ce cercle et c'est depuis qu'on a touché ce cercle intermédiaire grâce à ce bull run en 2 vagues. Regardez, on a eu une poussée ici, ensuite on est redescendu. Je trace ce cercle intermédiaire et regardez, on l'a touché 1 fois, 2 fois ici avec la mèche. Et depuis qu'on l'a touché, le BTC a retracé. Ça ne veut pas dire qu'on ne touchera jamais ce cercle. Ce que vous devez retenir avec les cercles de Fibonacci, c'est que c'est très pratique pour prédire un top. Après, quand est-ce qu'on va toucher le haut du cercle? C'est un peu plus difficile à prévoir, comme vous pouvez le remarquer. Non seulement on a une sélection naturelle pour le Bitcoin, mais également pour le US Tether, pour le Tethercoin, le fameux Tether, 100% backed, d'accord? Ça fait très longtemps que les gens disent que c'est de la connerie, comme quoi ils ne possèdent pas vraiment leur dollar dans leur coffre-fort, parce que normalement ce qui doit se passer, c'est que pour chaque Tether imprimé, ils doivent posséder $1, sauf que ça a été prouvé déjà plusieurs fois qu'ils ne les possèdent pas vraiment. Donc en gros, si vous voulez, là, tous les Tethers, ou en tout cas la majorité, c'est de l'argent Monopoly, c'est de l'argent qui n'existe pas. Bon, après, ils font un peu la même chose que les banques, donc au final, on est quitte, sauf que eux basent leur Ponzi sur un autre Ponzi. Ils basent le Ponzi Tether sur le Ponzi US dollar. Donc déjà que les banques impriment à l'infini, en plus maintenant le Tether également imprime à l'infini, où est-ce qu'on va aller comme ça? C'est pour ça que je recommande à tout le monde d'aller plutôt dans le USDC ou le BUSD, parce que là actuellement ce qui se passe, c'est actuellement on a perdu 2% là au moment où j'enregistre la vidéo. On était à moins 6% il y a 1 heure, donc on était à 94 centimes pour un USDT. Voilà, attention les gens, moi je suis un peu dans la merde actuellement parce que j'ai environ 20% de ma fortune qui est dans le USDT en stacking et j'arrive pas à déstacker. Donc là, c'est compliqué. Des dizaines de milliers de dollars purifiés potentiellement d'ici quelques jours parce que je pourrais seulement une stack dans, je crois, 5 ou 6 jours. Oui, là, en effet, je suis en sûr. Je confirme, la nature me sourit. Là, j'ai un arbre j'entends son message. Il m'envoie un signal. Ça, en général, c'est pas très bon signe. Communiquer avec les arbres. Mythe ou réalité? J'assume ma responsabilité. On est toujours responsable de ce qui nous arrive, puisque j'étais totalement au courant de cette histoire. Et pourtant, j'étais en mode, ouais, bon, ça a l'air plutôt stable quand même, peu importe. De toute façon, le dollar, c'est du fake, le Tether, c'est du fake, tout est du fake ici. Donc pourquoi se faire chier à trouver du vrai? Et voilà, la diarrhée ici commence à couler. Mais là, c'est vraiment le plus gros dump de l'histoire du USDT pour l'instant. Et on va tout de suite aller voir le dollar. Le dollar, comme on l'avait vu dans les semaines passées, il est toujours très bullish. Il est certes dans une zone de potentiel top, tout simplement parce qu'il est au niveau des 2 derniers tops de 2017 et de 2020.
Il est également dans ces, alors on va passer en weekly, dans ces grosses boîtes rouges. La boîte rouge, c'est quoi? C'est tout simplement la zone de rechargement du dernier mouvement haussier. Voilà, donc de 2001, le dernier top à 120, on a corrigé, et ensuite, depuis, vous voyez qu'on on rebondit, et là, il y a une sorte de consolidation horizontale. Une sorte de range, on peut voir aussi un gros W, hein, d'ailleurs, vous voyez, si ce W est validé, on pourrait aller beaucoup plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est la zone de rechargement de short, c'est le niveau des deux derniers tops, donc c'est un potentiel top. Et on dit bien potentiel parce que pour l'instant, il n'y a aucun signe de, c'est ce qu'on avait vu dans les semaines passées, de retournement. Et comme on l'avait vu, tant qu'on n'aura pas $1 qui faiblit, il ne faut pas espérer un Bitcoin qui monte. Voilà, au contraire, plus le dollar monte, plus le Bitcoin chute. C'est pareil pour les marchés traditionnels chutent également. Donc aucun signe de faiblesse en weekly. En daily, on a un petit quelque chose. Vous voyez, alors c'est un petit quelque chose. C'est-à-dire que là, hop, on fait un sommet, un très léger sommet au-dessus. Vous voyez, donc déjà, ça commence un peu à ralentir, hein, parce que là, on a vraiment une accélération. Vous voyez, on suivait à peu près, d'ailleurs, cette trendline. La trendline, c'est pas une trendline, hein, c'est la flèche qui est là depuis un an. C'est tout simplement les projections que j'avais fait par rapport au passé. Donc, on a maintenu ce niveau. Et puis là, d'un coup, on a accéléré. Là, ça commence à ralentir. Et on a une petite divergence en daily, c'est-à-dire que là, on fait un plus haut, alors que sur RSI, on fait clairement un plus bas. Donc, petite divergence. Il faudra peut-être s'attendre dans les jours qui viennent à une correction. Maintenant, ça pourrait laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos. Mais reste à savoir si ce sera juste une petite correction pour partir plus haut ou vraiment un retournement de marché. Et là, effectivement, on pourrait s'attendre à ce que les cryptos repartent. Donc, on surveillera tout ça attentivement. Si vous avez fait les soldes maintenant, j'espère que vous avez écouté le message que je vous avais donné. Attention à votre exposition. C'est-à-dire qu'on peut aller plus bas, et même là en l'occurrence, j'ai tendance à vous dire qu'on va aller plus bas. Est-ce que c'est mal? Bon, là en l'occurrence, je pense pas forcément. On est en train tout simplement de nettoyer un système qui en lui-même pouvait poser problème par la suite. Est-ce que ce genre de problématique pose vraiment une question sur la technologie? J'ai envie de vous dire, regardez, on lève des fonds dans les technologies. Je veux dire, il n'y aurait pas un investissement massif, il faut décorréler le marché secondaire et le marché primaire qui crée la valeur, qui est la technologie. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir se corriger. Est-ce que je continue à acheter? J'ai envie de vous dire oui. Est-ce que je vais continuer à acheter? J'ai bien envie de vous dire oui, c'est pas un problème. Tout simplement parce qu'on est en train de se diriger vers des zones qui sont intéressantes. Et on a une capitulation qui n'est pas encore réelle. D'accord, on a une partie de la capitulation où les gens sont en train de se dire « Ah oui, peut-être on va pas aller sur To The Moon », mais les gens se disent « Bon, bah là, on est quand même dans une zone importante ». Par contre, si on casse en effet les 24 000, là, les gens vont commencer à capituler sévèrement. Parce qu'ils vont se dire « Oula, oulala », parce qu'ils auront acheté tout simplement dans cette zone ici, sur 40%, 50% de leur capital. Ils disent « Ah, ici, c'est le dernier, ils vont mettre tout le reste du capital. » Et après, ils n'auront plus rien. Et tout simplement, quand ils vont commencer à s'enfoncer, qu'ils vont prendre 20, 30% encore dans la tête, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont capituler, donc on aura une accélération baissière, et ça pourrait être le go dessus. Et je pense fortement qu'on aura une réaction haussière à un moment donné, tout simplement, pour pouvoir piéger les gens. Et ça, j'en suis quasiment sûr et certain qu'on risque d'avoir une réaction haussière, notamment lorsqu'on aura terminé l'UST et l'USDT. Une réaction haussière qui peut être assez forte. On a l'open interest qui continue à se péter la gueule, on a le funding rate totalement dans le rouge, donc ça normalement c'est plutôt bullish quand le funding rate est rouge comme ça. C'était sur la bougie, ouais c'est sur la bougie du jour, donc ça compte pas, mais historiquement regardez ça, on a du rouge historique ici puisque l'été précédent on n'a jamais eu du rouge comme ça. Donc là niveau funding rate ça short mes puissance 10 000 quoi, donc c'est assez incroyable. Graphiquement en tout cas selon le funding rate on est proche d'un bottom parce qu'à chaque fois qu'on est rouge comme ça sur le Bitcoin, eh bien c'est un bottom. Pour ceux qui sont intéressés par acheter, attendez au moins une stabilisation du USDT parce que c'est ça qui risque de faire crasher encore plus le Bitcoin. Pour l'instant, bah funding rate ça c'est plutôt bull, mais il n'y a pas que ça, il y a l'open interest qui se pète la gueule. Également hier au vent de Twitter, je dis que les futurs achetaient pendant que les spots distribuaient, donc ça maintenait le prix pour que les spots puissent vendre. J'avais posté ça dans cette zone ici après sélection naturelle. Pour l'instant les spots vendent toujours, les futurs vendent, achètent, ça range un peu, mais c'est pas, enfin pour l'instant ça se passe au niveau des futurs, pas au niveau des spots. Tant que les spots n'achètent pas, c'est pas la meilleure idée d'acheter. Une autre stratégie qui a toujours fait ses preuves pour acheter, c'est le fameux DCA, par exemple ici sur KuCoin. Voilà ici KuCoin, on a DCA, créé de bot, hop. Le DCA c'est quoi? C'est investir à intervalles réguliers, par exemple ici on met intervalle 12 heures, machin, 2 semaines, voilà toutes les 2 semaines. On commence aujourd'hui par exemple à 17h, 17h20, donc toutes les 2 semaines, 17h20, hop on investit.
on investit, je dis comme ça, à $200. Là, j'ai tout mis en USDC parce que voilà, sélection naturelle. Et Max Invest, si vous avez un budget à pas dépasser, par exemple 5000, vous avez 5000 de côté, toutes les 2 semaines, vous allez mettre 200 dans le Bitcoin, peu importe ça monte, ça descend. Et bien hop, vous faites le DCA, vous rechargez durant tout le bear market ici. Et une fois que ça commence à FOMO, par exemple ici, quand ça monte en ligne droite, et bien là, vous commencez gentiment à arrêter votre DCA et de profiter des profits que vous faites et de vendre progressivement. D'accord, là, on vend progressivement. Ici, bear market, on achète progressivement. Et là, on vend progressivement et puis c'est parfait. Ici, c'était le meilleur moment pour sortir. Pourquoi? Eh bien, non seulement, vous voyez, on est revenu tester la trendline, mais on est également revenu tester cette petite ligne rouge. Et cette petite ligne rouge, je vous en parle depuis le début de la chaîne. C'est le niveau le plus important sur le RSI en weekly. Tout simplement, c'est le garant de la tendance haussière ou baissière. Quand on est au-dessus, on est tout simplement en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Et vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Au-dessus, tendance haussière. En dessous, tendance baissière. Au-dessus, tendance haussière. Et vous pouvez voir que, eh bien, à chaque petite correction du dernier bull market, eh bien, regardez, on est venu s'appuyer sur ce niveau. Donc, ce niveau, c'est les 53-54 sur le RSI en weekly. Et ensuite, une fois qu'on passe en tendance baissière, eh bien, il joue résistance. Parfaitement son rôle. Ensuite, on repasse en tendance haussière, tendance baissière. Voilà, vous voyez là, on l'a cassé. On est venu pullback dessus, ici, et hop, on remonte. Et quand on l'a cassé, déjà, c'était un gros avertissement. C'est là que j'ai sorti une grosse majorité de mes altcoins également. Et ensuite, on est venu et on a fait un petit pullback et on repart à la baisse. Donc bref, quand on est venu toucher les 48 000 $, mais ça, on l'avait vu bien entendu avant, pendant et après, eh bien, on est venu tester à la fois la trendline et ce gros niveau de résistance. Donc, c'était le moment idéal pour soit rééquilibrer vos portefeuilles, soit dégager un peu de cash au cas où on était rejeté. Et puis, si jamais on cassait à la hausse, eh bien, vous rachetez, c'est toujours pareil. Hein, vous sortez, vaut mieux sortir, racheter un petit peu plus haut que vous laisser piéger dans une grosse chute. Voilà. Donc, tout ça pour dire que maintenant, c'est plus le moment, bien évidemment, pour vendre. C'est le moment de chercher des achats en DCA. Alors, vous allez me dire, mais imaginons, on va aux 20 000 $, voire aux 18 000 $, voire même aux 15 000 $. C'est peut-être une bonne idée de sortir maintenant, comme ça je pourrais racheter 2 fois moins cher. Oui, sur le principe, c'est vrai. Maintenant, imaginons, vous vendez tout de suite. Là, on est à 30 000 $. Vous vendez. Vous attendez les 20 000 $ ou les 15 000. Et on rebondit et on n'y va jamais. Vous allez re-rentrer quand? Glassnode, on a un retour violent des bitcoins sur les exchanges, ça c'est indéniable, vraiment indéniable. Et on a aussi, un retour, une baisse importante au niveau des baleines qui ont plus de 10 000 bitcoins. Donc bien entendu là, on pourrait passer baissier, ça serait tout à fait adéquat même de le faire. Voilà, vous savez que moi je suis plutôt bull, je suis bull sur BTC depuis les 43 000 $. J'ai arrêté de le shorter sur ces niveaux-là. Et donc je suis je suis bull depuis ce point bas là ici, ça je l'admets. Donc du coup bien évidemment que je peux avoir tort ici, mais ce que je vois sur l'on-chain et sur Glassnode me dit que tout ça n'est que temporaire. Après sur Glassnode, on a des infos aujourd'hui qui étaient bonnes auparavant, c'est-à-dire accumulation des baleines et c'est-à-dire accumulation des plus de 1000 bitcoins et des plus de 10 000 bitcoins qu'on est en train de perdre, d'accord? Les news de dormance, etc., je vous les donnerai demain. Donc on a beaucoup de choses qui commencent à nous dire, regardez, on perd la running, on perd des niveaux qui sont importants, on perd une partie des baleines, hein, puisqu'il faut le voir comme ça, et potentiellement que ces gens-là ont tout simplement vendu ici parce qu'ils veulent acheter plus bas à des niveaux bien inférieurs, d'accord? On débute les actualités du mercredi avec l'une des raisons qui pourrait expliquer la correction du Bitcoin et son bref passage sous les 30 000 $. Aujourd'hui, on a eu le chiffre annuel de l'indice des prix à la consommation qui a été publié et qui est de 8,3% pour le mois d'avril, et donc ce chiffre est en baisse par rapport au chiffre du mois de mars qui était de 8,5%, mais malgré cette légère baisse, les chiffres restent supérieurs à ceux qui étaient attendus par le marché, et par conséquent, suite à la publication de ces chiffres, le BTC est passé des 31 500 $ aux 29 000 $. Et je vous rappelle que les taux actuels d'inflation restent à des niveaux que l'on n'avait pas atteints depuis 40 ans, donc il est peu probable que la Fed relâche la pression sur sa politique monétaire actuelle avant que la situation montre des vrais signes positifs sur le long terme. Je vais aussi parler de l'impact que cette chute de l'UST a eu sur d'autres services
de gestion de crypto-monnaies telles que Just Mining. Just Mining, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la société créée par Asher, donc le plus gros youtubeur crypto, en fait, et le plus ancien d'ailleurs. Et en fait, ce qu'ils nous disent, l'UST, c'est qu'ils avaient un produit. Ils avaient un produit, on pouvait déposer des stablecoins, et ensuite, Just Mining les faisait travailler pour vous, et vous offrez un rendement assez intéressant, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de 8 à 10% de mémoire. Et là, en fait, ils étaient fortement exposés à l'UST. Vu qu'ils étaient fortement exposés à l'UST, eh ben, ils ont perdu de l'argent. Et du coup, en fait, ils proposent aux gens, globalement, ils leur disent, si vous aviez moins de 1200 $, c'est pas grave, on couvre les pertes et il n'y a pas de souci. Et ça concerne la majorité des gens. Mais les 25% restants, à peu près, ils leur disent, là, on vous donne le choix. On vous donne le choix. Ou vous vous retirez tout de suite et vous avez une perte nette d'à peu près 20%. Donc si vous aviez déposé 100, il vous reste plus que 80 $. Ou vous attendez et vous espérez que l'UST retrouve le 1 $, et dans ce cas-là, vous ne perdrez pas d'argent. Donc c'est à chaque utilisateur de faire son choix pour voir, pour décider tout simplement de comment il va récupérer son argent. Donc là, je pense que ça montre en fait qu'ils étaient un peu trop exposés à l'UST. Ça montre qu'ils n'ont pas enclenché tout simplement un déblocage ou un retrait de l'UST dès que ça a commencé à bouger. Ils auraient pu enlever à 0,9, à 0,95 ou à d'autres endroits. Ils n'ont pas retiré d'un coup et je pense, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien retiré du tout. Ils attendent vraiment que les utilisateurs fassent leur choix. Warren Buffett, il explose le Bitcoin. Il dit la chose suivante. Il dit « We'll never buy Bitcoins even at $25 ». Et en fait, il explique son raisonnement, c'est que ça ne produit pas de richesse, que pourquoi les gouvernements vont laisser une monnaie prendre la concurrence, pourquoi les États-Unis, etc., etc., etc. C'est son raisonnement, d'accord? Mais clairement, il y a eu cette folie collective. Tout le monde s'est dit, c'est génial, c'est super, on va tous devenir millionnaires, il y a l'inflation, c'est une sécurité, ça nous permet de nous protéger contre les États, blablabli, blablabla. Et en fait, encore une fois, c'est les gens, ils essaient de se convaincre de quelque chose. Et moi, encore une fois, je vais être honnête avec vous, tous ces arguments ne tiennent pas la route. Parce que tu peux tout le temps trouver un argument en faveur et un argument en défaveur. D'accord? Le plus important, c'est que fait le marché. Moi, si je devais vous donner un seul argument pour investir, c'est comprendre la logique des opérateurs, mettre ses émotions de côté, oublier, je suis passionné, j'aime la crypto, Non, c'est du bullshit. T'aimes pas, t'as investi ton fric. D'accord? Les gars qui me disent « Oh, j'adore Robinhood », ouais, t'as perdu 90%. Les gens qui me disent « Oh, j'adore Coinbase, c'est super, c'est génial, Coinbase ». Il y avait des gens qui disaient « Ouais, c'est super, comme j'aime le Bitcoin, j'aime Coinbase, j'ai investi sur Coinbase, génial, magnifique, magnifique, 85% de pertes ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gars qui ont investi ici, ils vont me dire « Ouais, mais Tammy, ça va repartir ». Oh, ouais, bien sûr, ça va repartir. Pour revenir sur le niveau des 80, il faudra que le Coinbase gagne 708%. Bon courage. Mais alors, d'où vient cette chute et quelles sont ses raisons? Il semblerait que les raisons principales proviennent des banques centrales, notamment la Fed ou par exemple la Banque centrale du Canada, qui ont décidé d'augmenter enfin leur taux d'intérêt, ce qui peut ramener une attractivité pour les investisseurs à placer leurs capitaux en obligations ou en trésor. Pour rappel, les taux d'intérêt étaient quasiment nuls, elles sont même négatifs en Europe. Mais attention, la Fed elle-même a alerté qu'elle ne peut pas augmenter d'une façon importante ces taux d'intérêt, pour ne pas provoquer une crise économique, augmenter le chômage, accélérer même l'inflation et causer une instabilité boursière encore supérieure. Pour cela, les banques centrales augmentent très graduellement et faiblement leur taux d'intérêt. Par exemple, au Canada, le taux d'intérêt de la Banque centrale était de 0,25%, donc quasiment nul, et elle a commencé à les augmenter chaque semaine d'un demi%. Cette augmentation des taux d'intérêt ne peut pas justifier à elle seule la chute des cryptos. En revanche, c'est une des raisons principales. D'ailleurs, les marchés boursiers aussi ont chuté. Le Nasdaq, par exemple, il a fait moins 28% dans la même période. Ce n'est donc pas un phénomène qui touche uniquement la sphère crypto-monnaie. Nous voyons sur la blockchain de Bitcoin que la moyenne des transactions par bloc, elle est restée relativement stable, elle n'a même pas encore atteint son sommet, et même si les transactions en attente de confirmation ont légèrement augmenté ces derniers jours, elles sont loin d'avoir atteint les sommets historiques. D'autres raisons qui ont aussi contribué à la chute des crypto-monnaies, ce sont surtout des déclarations des banques centrales. Voici par exemple un discours important de Fabio Panetta,
membre de l'executive board de la Banque Centrale Européenne. Dans un discours récent qu'il a donné à Columbia University, il a fait allusion que tout l'écosystème crypto, c'est le Far West, c'est un monde de paris en ligne, et qu'il était urgent de le réguler. D'ailleurs, les projets de réglementation avancent bien. En Europe, le climat n'est pas favorable à la blockchain en général aujourd'hui, avec des projets d'interdiction des stablecoins ou des taux d'intérêt sur des cryptoactifs, ce qui risque de mettre en péril tout la DeFi en Europe, ainsi que l'interdiction de possession privée de crypto-monnaies, ce qu'on appelle la self-custody. Même si toutes ces raisons ont contribué à la chute des valeurs de crypto, ainsi que de la bourse d'ailleurs, beaucoup d'autres indicateurs restent positifs. Mais face à la situation actuelle du Terra, on a Do Kwon, le fondateur de Terra, qui aurait atteint. En effet, suite à plusieurs échecs de rétablissement de la parité de l'UST, le fondateur a annoncé une décision drastique qui va, en gros, consister à augmenter la capacité de création de Luna de 293 millions à 1,2 milliard de dollars. Ce qui veut donc dire que la supply de token Luna va augmenter et grâce au mécanisme de burn, en théorie, l'UST devrait retrouver sa parité avec le dollar. Et le fondateur de Terra a précisé qu'il était bien conscient que cela amènera une pression vendeuse sur Luna, mais il a ajouté que pour sauver le projet, il fallait tout d'abord sauver l'UST. Et dans une autre proposition, le projet pourrait diminuer les rendements de Anchor Protocol, et pour information, le protocole est passé de la 3e place à la 12e place en termes de TVL, avec une perte de 84% sur les 7 derniers jours. Et finalement, Do Kwon a fait appel à des acteurs externes pour lever des capitaux et ainsi l'aider à soutenir l'UST, mais à l'heure actuelle, il semblerait qu'il n'y ait pas de demande qui ait encore abouti. Bref, le projet est en train de vivre une crise majeure et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant dans les Daily Crypto des prochains événements. Ici, il y a un thread super intéressant de crypto, donc Celo, n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur un scam du coup de NFT, donc voilà, faites attention. Et c'est bien d'avoir ce genre de communication. C'est juste de la comment ça s'appelle ? C'est de l'information, c'est de l'éducation. Et en regardant ce genre de trade, en lisant ce genre de trade, ça nous permet de nous prémunir en cas de doute sur certains investissements. Le 1er mai, et Benjamin Minkou monte sur ses grands chevaux, il prend position en haut de la colline et il dit que toutes les blockchains, les Layer 1 de première couche, sont sur le point de se réveiller et d'arriver à la conclusion inéluctable que toutes les blockchains suffisamment évolutives auront besoin du multi-sharding. Ce qu'ils nous ont dit était soit de l'incompétence naïve, soit des bêtises marketing, soit des mensonges pieux. Elrond, du coup avec le multi-sharding, ouvre une voie lumineuse vers l'avant. Il est en train de poser ses balls et de dire « nous sommes les meilleurs » et que les autres blockchains vont galérer. Et ça arrive à peu près au même moment des problèmes qu'a connu la blockchain Solana. Donc quelque part, il envoie une pique. Je vous dis, il monte sur ses grands chevaux. Et c'est pas forcément le type de communication qu'il avait avant. Il a l'air très sûr de lui. Et c'est pas fini, le même jour, le 1er mai, il reprend un tweet de Yuga Labs, qui est derrière le projet de NFT que s'arrachent les stars, le projet Bored Ape Yacht Club, parce qu'en fait le 1er mai il y avait un mint, et en fait ça s'est pas très bien passé, le réseau Ethereum a été surchargé à cause de ce mint, ils disent même qu'il apparaît tout à fait clair que le ApeCoin devra migrer vers sa propre blockchain pour évoluer correctement. Et donc Benjamin Minkou reprenait ce tweet en disant « Pour ceux qui ont des yeux, il existe de meilleurs moyens, venez construire sur Elrond, nous sommes ici pour aider. » Donc il bombe le torse, et toujours il a l'air très sûr de lui. Le 4 mai, un tweet dans lequel il dit que la journée a été incroyablement productive, que des montagnes sont en train d'être déplacées. Mais il nous dit pas quoi. On est vraiment peut-être dans ce flux de conscience où le locuteur s'adresse finalement à lui-même et il fait simplement part de ses pensées, et nous on en est témoins, mais bon, on sait pas vraiment de quoi il parle. Quelles sont ces montagnes qui sont en train d'être déplacées? C'est peut-être au sujet du grand bridge d'Elrond. Le 5 mai, un nouveau tweet de Benjamin Minkou qui dit que le métaverse est une technologie avec un impact d'envergure d'époque. Bon, comment le traduire? Épocal impact, ça veut dire que le métaverse va marquer vraiment l'époque pour longtemps, et que même les personnes les plus intelligentes au monde sous-estiment largement ses implications fondamentales, et donc ce que ça va transformer dans nos vies. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc là, ils te disent tout simplement de quoi est fait le bracelet. Donc là, c'est une météorite féreuse, il y a un peu la description, et là, il y a écrit collision dans la blockchain, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et là, il suffit de scanner le QR code pour avoir le NFT sur l'application Maillard. Ok, je le ferai après les frérots. Après, il y a une petite carte. Il y a écrit le type de bracelet. Donc, c'est le bracelet Iron. Classification Iron Fan. Hectadrite. Ok, let's go. Matricule. Année de découverte 1906.
Lieu de découverte en Suède. Putain, on a le lieu d'où vient le fragment à l'intérieur du bracelet, c'est un truc de dingue. Et donc, maintenant, ce que vous attendez tous, et moi aussi les amis, le bracelet. Donc, le bracelet, ouais, c'est une dinguerie, hein. Attendez, j'analyse ça, c'est une dinguerie les frérots. Ok, c'est vraiment pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir les frérots, le bracelet est de couleur bleue. Donc le plastique autour du bracelet est de couleur bleue. Ce qui est en acier qui entoure le fragment de météorite, c'est de couleur argent foncé on va dire, avec le logo SpaceFox. Et à l'intérieur vous pouvez voir le fragment de météorite. Donc effectivement comme vous pouvez le voir, c'est un micro bout quoi. C'est quelque chose qui doit faire 3 mm sur 3 mm à peu près. Donc c'est hyper fin aussi. Le bracelet est ajustable. Alors moi j'ai un exemple, c'est pas de l'entièrement dédié, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui me semble intéressant et qui en soi raconte quelque chose aussi justement pour des gens qui peuvent avoir des interrogations encore. C'est que quand BFM se met à faire BFM crypto, non plus 1h30 chaque semaine le vendredi, mais tous les jours. Et avec une équipe plutôt solide hein, quand on voit les gens qui interviennent chez eux. Bon, donc voilà, c'est pas entièrement dédié. Par contre, il y a ne serait-ce qu'en suivant leurs émissions, bah, ça peut déjà être un premier pas. Et s'agissant d'un grand média mainstream, je trouve ça extrêmement intéressant qu'il se soit mis à faire ça. Et ça raconte quelque chose sur ce qui est en train de se passer. Si c'était juste un truc passager, BFM en ferait pas une émission quotidienne, voilà, avec du contenu tous les jours, avec tout un tas d'intervenants. Ils n'auraient pas délocalisé à PBWS pour faire des interviews sur place. Voilà, donc on peut commencer par ça, par exemple. Il y a aussi Sud Radio qui fait une émission hebdomadaire là-dessus. Hein. Ah oui, je savais pas. Bah, très bien, super intéressant. Et il y a donc sur Instagram, je reçois beaucoup une pub, mais je retiens pas le nom. Si je le retrouve, je le mettrai en commentaire du replay. Et en fait, ils se considèrent comme le Netflix de la blockchain. Et donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer, où il y aurait pas mal de contenus vidéo qui seraient regroupés. Peut-être que ça vient de YouTube, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, vous pouvez chercher. Peut-être vous allez trouver en tapant Netflix blockchain, je sais pas. Il y a aussi une autre polémique sur Coinbase. Il y a eu des documents juridiques, on va dire, qui sont sortis et qui indiquent quelque chose d'assez inquiétant. Que si vous avez de l'argent sur Coinbase, et que Coinbase fait faillite, et bien potentiellement l'argent que vous avez sur Coinbase va servir à payer les créanciers de Coinbase. Donc là, c'est assez étrange, c'est assez inquiétant. On pensait qu'il y avait une meilleure séparation entre les actifs et les créanciers, enfin c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, et il dit effectivement il y a un petit sujet à ce niveau-là, au niveau des users retail. En fait, ceux qui sont users prime et custody, on va dire c'est plus la partie entreprise, on va dire, eux ils sont bien protégés, mais pour le retail, pour les utilisateurs lambda qui ont de l'argent sur Coinbase, effectivement il y a un risque et ils ont mieux explicité ce risque en disant oui, potentiellement en cas de faillite, vos fonds sont un risque. Mais bon, il dit, si vous souhaitez pas garder vos fonds sur Coinbase, vous pouvez le faire. Et moi, j'ai toujours dit, si vous avez une quantité d'argent assez importante, évitez de la stocker sur des exchanges. Il y a d'autres solutions pour stocker ces cryptos de manière sécurisée. On continue avec Nvidia, le géant de la carte graphique, qui se prend une douille. En réalité, on parle plus d'une écharde, 5,5 millions de dollars pour Nvidia. Autant vous dire qu'on parle d'un petit paix dans une énorme tornade en plein ouragan. Très simplement parce que ils ont essayé de dissimuler le fait que une partie de leur hausse de revenus venait des GPU pour les mineurs. C'est-à-dire du fait que c'est le minage de crypto-monnaies qui fait que beaucoup de gens ont acheté les cartes graphiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous avez un bilan, vous devez justifier des tendances long terme pour justifier des valorisations et des tendances haussières. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est pas bien d'avoir un gros pic de vente et de plus rien avoir après. Vaut mieux avoir un pic de vente que ne pas en avoir, d'accord ? Mais le fait qu'il y ait un très gros pic de vente, ça fait peur parce que du coup, tu vas avoir un bon résultat cette année et tes investisseurs vont te dire OK, mais qu'est-ce qui nous dit que tu vas avoir un gros pic de vente l'année prochaine ? Et donc le mieux c'est de cacher ce pic de vente et au lieu de dire on a eu x10 en vente sur 3 mois, eh bien on va dire on a eu 2 fois plus de ventes chaque mois pendant 1 an. Et donc pour pouvoir dire oui, c'est une tendance haussière de long terme et ça permet de mieux tenir ton
ton bilan, d'avoir un bilan plus propre, ça permet de mieux gérer l'image et la communication que tu vas avoir envers tes investisseurs, mais du coup tu es obligé de cacher des informations. Autant vous dire que ça a dû leur faire gagner bien plus que 5,5 millions de dollars, mais c'est pas correct et ça ne correspond pas à ce que la Security Exchange Commission attend des investisseurs. Donc ils se sont pris une claque, mais autant vous dire que 5,5 millions de dollars pour la Security Exchange Commission, c'est comme un petit coup de règle sur les doigts, quoi. C'est pas grand chose de plus. Je pense même que c'est rentable pour Nvidia. Je pense même que leur risk management avait saisi le fait que c'était pas bien de manipuler les chiffres, mais que ça changerait pas grand chose si ce n'est pour leurs investisseurs, et donc ils risquaient une peine, mais une peine légère, donc ça valait le coup. C'est con, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Le monde de l'entreprise est terrible, hein. Il y a des assurances qui sont prêts à couvrir jusqu'à 200 000 € pour rapatrier quelqu'un qui s'est fait kidnapper dans certains pays, et du coup les personnes qui kidnappent demandent 195 000 €, parce qu'ils savent que s'ils demandent plus de 200, l'assurance ne payera pas, et donc ça fait offre et demande, sauf que c'est toujours pareil, que ce soit dans le marché du risque, dans le marché de la finance, dans le marché de la carte graphique. Bref, le monde fonctionne comme ça, c'est triste, c'est effrayant, mais au lieu de pleurer en disant que le monde est dur, essayons de le comprendre et essayons d'être le plus armés possible. Allez là maintenant. Oui. Pour Alors, finir, le mot de la fin. oui. De la fin. Alors, le mot de la fin. Je vais essayer de faire court. Alors, moi, je voudrais dire en fait de ne pas avoir peur, et voilà, il faut se lancer. C'est vraiment un nouveau monde, comme le disait Daniel, comme d'ailleurs tout le monde le dit. Il y a de la place pour tout le monde. Peu importe si vous avez peu importe vos compétences, en fait, il y a de quoi apprendre, il y a de quoi faire, il y a des business à faire, il y a vraiment beaucoup de choses. Les femmes, n'ayez pas peur. Voilà, c'est pas un monde d'hommes. Il y a énormément de femmes dans le Web 3. C'est pas que du dev, c'est pas que du geek. C'est beaucoup de choses. Comme le disait Claudia tout à l'heure, il y a également, en fait, il y a d'autres métiers. Il faut qu'on mixe, en fait, les deux mondes, le Web 2 et le Web 3. Ensuite, il y a tout ce qui est liquidation de position. En fait, c'est très simple à expliquer. C'est que là, vous avez mis donc, vous avez toujours un ratio de collatéralisation et vous devez surveiller ce ratio-là. Parce que si, imaginons, vous voulez emprunter de l'argent, vous déposez 1000 $ de Bitcoin en collatéral et vous empruntez du coup 750 €. Si le Bitcoin chute soudainement et que vos 1000 $ de Bitcoin en valent plus 1000 et qu'ils en valent maintenant 750, eh ben alors là, automatiquement, vous allez vous faire liquider votre position, c'est-à-dire que le protocole va vendre vos bitcoins, donc votre caution, pour être sûr de se rembourser, parce que effectivement, s'il ne faisait pas et que le bitcoin valait moins et qu'il remontait jamais, peut-être que vous viendriez jamais rembourser votre prêt. Donc en fait, il va vous liquider dès que ça arrive à un certain niveau, à un certain ratio, et en plus, il y aura une pénalité de liquidation, c'est-à-dire que la plateforme et le réseau gardent des frais puisque vous êtes fait liquider. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Je vous conseille, même si vous avez par exemple un ratio de collatéralisation qui est de 75%, toujours de le baisser, de mettre 50 ou 60% d'amplitude maximum pour ne pas être liquidé, ne pas prendre de gros risques comme ça. Aussi diversifier vos stablecoins pour éviter tout risque technologique, et puis vraiment essayer de diversifier au maximum et de pas tout mettre sur un seul et même protocole, et de faire attention à vos liquidations, de ne pas vous faire liquider, que votre collatéral est toujours suffisamment important pour maintenir votre prêt ou votre emprunt. Chers concitoyens crypto, j'ai qu'un message à vous donner. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.